Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire consacré à la thématique suivante: financer les litiges pour créer la surperformance. Alors, nous allons parler bien évidemment de litigation finance ou de financement de contentieux. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Paul de Servigny. Bonjour. Bonjour Cédric, merci de m'accueillir. Paul, je vous en prie, avec grand plaisir. Paul, vous êtes le gérant litigation finance chez IDEO Capital Partners. Alors, votre offre, elle se situe à la croisée entre le juridique et le financier. Ce qui va être intéressant lors de ce webinaire, c'est qu'on va parler de placement financier sans pour autant parler de marché financier. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, expliquer en quoi consiste le financement de contentieux? Avec plaisir. Alors effectivement, on est à la croisée de plusieurs chemins, mais donc qu'est-ce que c'est que le financement de contentieux? C'est le fait de financer des personnes morales, donc des entreprises, des associations, des fondations, pour tous les coûts liés à un contentieux en particulier. Ce contentieux, il aura été analysé par nos équipes, validé par notre comité d'investissement, et ce financement va être dédié uniquement à ce contentieux et sera rémunéré uniquement sur le résultat de ce contentieux. Donc, ce que vous venez de dire à l'instant, c'est qu'on est consacré uniquement donc, sur des contentieux d'entreprise, jamais de contentieux de particuliers. Exactement. Alors, vous savez, la seule exception, c'est les regroupements de particuliers. Là, je pense par exemple à des contentieux de masse, donc des actions collectives, des consommateurs qui vont se regrouper par exemple auprès d'une fondation ou une association qui va les représenter devant les tribunaux. Ça, c'est une des exceptions. Ou alors des consommateurs qui vont être représentés individuellement, mais pour des contentieux, là encore, massifs, qu'on finance notamment en Espagne. Donc, ce qui veut dire que votre périmètre géographique, où se situe? Uniquement en Europe ou dans le monde entier? Alors historiquement, chez Iveo, c'est une activité qu'on a commencé nous en 2014 et à l'époque, en 2014, on n'investissait que dans les mondes anglo-saxons. Pourquoi? Parce que fait, le financement de contentieux, le format n'existait que là-bas. Il a commencé en Australie il y a plus de 40 ans. Donc on a financé historiquement les États-Unis et l'Angleterre et depuis 2018, on a décalé notre focus géographique vers l'Europe. L'Europe continentale, c'est devenu maintenant notre plus gros marché. Le dernier fonds que l'on a fini de déployer en septembre est à 80 investi en Europe continentale, donc des contentieux aux Pays-Bas, Espagne, Portugal, France, Allemagne et Italie principalement. D'accord. Et aujourd'hui, le nouveau fonds que l'on lance est sur cette même stratégie, donc plus de 50 minimum, mais on espère atteindre plutôt les 75 en Europe continentale. Et après, les autres investissements seront aux États-Unis et en Angleterre. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler donc des principaux moteurs de performance et quels sont les risques spécifiques à ce type d'investissement que l'on doit connaître, nous, en tant que conseil en gestion de patrimoine? Bien sûr, donc comme je le disais tout à l'heure, la rémunération de notre financement dépend du résultat. Ce qui est intéressant, c'est que cette rémunération, elle a des caractéristiques très spécifiques liées au risque sous-jacent. On finance un contentieux, on n'a aucun autre repaiement que le résultat du contentieux. Donc, si le contentieux est perdu, le fonds n'a le droit à aucun remboursement, la société ne nous doit rien. Si le fonds est gagné, mais insuffisamment, là aussi, ça peut être une perte puisqu'on récupérerait moins que le montant investi. Donc, il y a ce risque sous-jacent qui fait que le capital financé à un coût très élevé. Notre rémunération est typiquement un multiple de ce capital, qui va aller de 2 fois jusqu'à 4 fois, ou un pourcentage des dommages et intérêts totaux récupérés, qui va aller de 10 jusqu'à 30. Donc on est sur un rendement totalement asymétrique, parce que vous avez un budget d'avocats, d'experts, de tribunaux que vous financez, et derrière un résultat et un paiement de gains qui est, lui, pas lié à ce budget. Donc, vous pouvez aller chercher des multiples déjà assez attractifs et derrière, si c'est un résultat vraiment très, très positif, un pourcentage d'un montant de dommages et intérêts qui n'a jamais de lien logique avec un budget. C'est pas parce que vous financez plus de frais d'avocat que vous allez obtenir plus de dommages et intérêts auprès d'un tribunal. Donc, c'est vraiment cette asymétrie que nous, on va aller chercher sur tous ces contentieux et après, un peu dans une stratégie équivalente à d'autres fonds de nos côtés, un portefeuille aussi diversifié que possible. Donc dans le dernier fonds, par exemple, qui faisait 110 millions d'euros d'encours, on a été financé 49 contentieux différents, donc vraiment un pool de contentieux très, très, très large, dans plein de juridictions différentes, avec bien sûr des typologies de dossiers que l'on préfère, et on pourra y en parler après, et des juridictions, bien sûr, avec lesquelles on est plus confortable. Mais voilà, une grande diversification. Ça nous permet à nous de gérer ces principaux risques qui sont déjà la perte du contentieux, la durée, puisque les contentieux durent et surtout on sait quand ça commence, mais c'est toujours très difficile de prévoir quand est-ce qu'un contentieux va se terminer et surtout se terminer dans un scénario positif, c'est gagner et payer. Autant un scénario négatif, ça, celui-là, on le connaît tous. Et ensuite, le risque d'illiquidité de cette classe d'actifs, puisqu'aujourd'hui, c'est pas un marché où il existe un marché secondaire développé. Donc, on doit, pour le moment,
conserver nos positions jusqu'au bout et donc les gérer. Donc à côté de ce risque-là, vous avez l'approche déjà choix et sélectivité Bien sur sûr. les contentieux que l'on analyse et que l'on valide, la diversification qui est nécessaire et ensuite la troisième qualité que l'on a nous et la troisième offre que l'on a dans notre produit, c'est la structure assurée. Donc qu'est-ce Ouais, que parce c'est que que la ça, structure assurée? je pense que c'est rassurant que vous nous en parliez parce que je trouve que c'est très intéressant et j'imagine que ça limite dans le temps, je veux dire, notre durée d'investissement. Exactement. Donc l'assurance, c'est quelque chose qui existe dans cette industrie pour plusieurs raisons. Déjà, les assureurs assurent du risque juridique en permanence. Et ce que l'on a toujours trouvé intéressant chez Ivéo, c'est que les assureurs étaient aussi prêts à couvrir le montant investi, donc le capital D'accord. investi dans chaque contentieux. C'est une stratégie que l'on a, nous, depuis 2014, depuis le tout premier contentieux qui a été financé. C'est d'offrir aux investisseurs une couverture non pas uniquement sur le risque catastrophe, on perd le contentieux et donc on est capable de vous rendre le capital investi, mais aussi sur la durée, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit, la duration, c'est un gros risque et c'est une grande inconnue sur nos contentieux. Et donc, on a systématiquement utilisé des polices d'assurance pour couvrir ces deux risques-là. Aujourd'hui, cette couverture, elle a quelque peu évolué avec notre dernier produit, puisque maintenant, ce n'est plus une couverture sur chaque cas, c'est une couverture sur le D'accord. portefeuille total du Au fonds. global? Et cette couverture globale, elle a une durée maximum qui est alignée avec la vie du fonds, qui est aujourd'hui de 7 ans. Donc c'est une couverture qui a commencé au premier closing du fonds, de notre nouveau fonds, donc notre nouveau millésime qui a été lancé en décembre 2025 et qui va durer 7 ans pour un montant total et si dans 7 ans, on est en dessous de ce montant total sur les montants collectés et récupérés pendant la vie du fonds, l'assureur couvre le delta, l'investisseur récupérera le montant qu'il n'a pas récupéré sur son montant investi. Et si par contre on est au-dessus de ce montant assuré, bien entendu, là tout le monde est content, l'assureur touche une prime au succès et le reste des profits sont distribués aux investisseurs. Donc on a vraiment toujours utilisé et toujours réfléchi sur cette classe d'actifs avec un minimum, ou en tout cas un seuil pour pouvoir dire aux investisseurs: «Si ça ne se passe pas comme prévu, on ne mettra pas la totalité de votre capital en risque». Ce n'est pas du tout notre approche et ça n'a jamais été la volonté d'Ivéo sur cette classe d'actifs. Donc, ce que je dois comprendre, c'est que si j'ai mis 500 000 euros dans votre fonds, au bout de 7 ans, je suis contre-assuré. Si les différents dossiers ne sont pas dénoués au bout de 7 ans, ma mise de départ, elle est garantie. Et qu'est-ce qui se passe si il fallait 8 ans et demi sur un dossier pour qu'on ait ce dénouement? Est-ce que j'ai un droit de suite? Alors, juste une petite précision, donc on ne peut pas parler de capital garanti puisqu'on n'est pas dans le D'accord, monde du capital garanti. C'est vraiment juste un capital assuré puisque l'assurance derrière ne fonctionne pas comme une garantie sur un fonds euro, par exemple. Donc on est vraiment sur un capital d'accord, assuré et aujourd'hui, la structure qui est actuellement en place, c'est votre capital investi dans les cas moins les frais de gestion. Donc vous êtes dans un scénario catastrophe, c'est-à-dire que tous les cas durent maximum les 7 ans. Vous êtes à 85% assuré, donc pour un montant de 500 000 euros, vous récupéreriez 425 000 euros à peu près en année 7 si, encore une fois, il ne s'est rien passé et tous les cas ont duré le maximum. Donc le maximum des frais de gestion ont été payés au fond, ce qui est aussi là aussi un scénario très hypothétique puisque notre durée moyenne des cas, elle est de 4 ans pour une raison très simple, qui est que vous perdez vos cas plus vite que vous ne les gagnez. Donc en général, quand on perd un cas, on s'arrête, on ne dépense pas l'intégralité du budget, on rend le budget non dépensé au fond et donc aux investisseurs. Donc c'est un scénario un peu catastrophe, mais qui est important de rappeler aux investisseurs. d'accord. Merci de ces précisions. Comment est-ce que, Paul, vous sélectionnez en fait les dossiers que vous financez et quels sont en fait les critères clés qui déterminent votre décision d'investissement? Alors sur, les critères déjà, assez faciles, c'est le montant financé par rapport au montant de dommages et intérêts réalistes sur lequel on est confortable, nous. Pas le plaignant et son équipe d'avocats, mais nous, Ivéo, le financeur. Donc là, il faut qu'il y ait un ratio qui justifie la présence de notre financement et les termes de financement que j'ai décrits en amont. Donc en général, ce ratio, il est de pour 1 € financé, il faut qu'il y ait 10 € de dommages et intérêts réalistes. Pas pour se les D'accord. payer nous, au fond, mais pour qu'on puisse se les partager, entre les différentes parties, une fois que le dossier est gagné. Donc ça veut dire qu'en fait, si je dois financer un procès qui coûte 1 million, 1 million frais d'avocat, l'espoir, c'est qu'on ait un retour sur investissement au moins de 10 millions, c'est ça, de dommages et Voilà intérêts? et il D'accord. faut qu'il y ait 10 millions d'euros de dommages et intérêts, exactement.
Pourquoi? Parce que comme ça, on sait que si on prend, imaginons 30 de ce 10 millions, les 3 millions iront au fond, donc on fera un fois 3 et il restera 70 du pool pour le plaignant. Si vous n'êtes pas dans ces équilibres-là et souvent D'accord. et si vous êtes notamment déçu sur le montant des dommages et intérêts, vous savez qu'il y aura un peu de friction ou de frustration ou alors, encore pire, dans un scénario adverse, vous, en tant que fonds, pourriez prendre la part du lion sur le montant de dommages et intérêts, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Donc ça, c'est D'accord. sur la première typologie. Ensuite, est-ce que le défendeur est solvable? Est-ce que la société que l'on attaque est solvable? Est-ce qu'elle pourra Bien sûr. payer les dommages et intérêts? C'est un critère qui est assez intéressant parce que souvent les avocats l'oublient. Eux, ils sont vraiment concentrés sur la partie stratégique de leur Bien client, sûr. du plaignant. Nous, on regarde tout de suite le défendeur. Est-ce qu'il est solvable? Est-ce qu'on pourrait être payé? Une fois qu'on a validé donc ces 2 éléments, on revient plus sur la partie juridique du contentieux lui-même. Est-ce que la théorie qui nous est présentée est vraiment une théorie légale pure ou est-ce qu'on peut s'aider d'informations externes? Là, je pense par exemple aux contentieux dans le monde du droit de la concurrence, qui sont des contentieux qui Ah, bénéficient de beaucoup de soutien des décisions d'autorité de la concurrence, de la Commission européenne. Et donc là, vous n'arrivez pas les mains vides. Vous avez déjà beaucoup d'informations autour de ce contentieux-là. Ça, c'est des contentieux qu'on aime beaucoup financer. Des contentieux dans le monde de la protection des données, où là, vous allez avoir des condamnations de la CNIL, condamnations d'autorités de protection des données, qui vont condamner d'accord. notamment les GAFAM ou équivalents à des grosses amendes. Et ces amendes ne viennent pas, elles ne sont pas directement liées au contentieux, mais nous, on fait un contentieux ou on finance un contentieux suite à ces amendes. Ou alors, est-ce que vous venez suite à une jurisprudence, par exemple, de Cour suprême ou d'une juridiction très élevée qui a vraiment fixé les critères. Donc, par exemple, on a un contentieux en Espagne dans ce domaine-là avec des cartes de crédit qui, pour défaut de transparence, les consommateurs ont le droit de récupérer les frais et tous les intérêts payés sur ces cartes de crédit. Nous, on est arrivé après une décision de la Cour suprême espagnole qui a D'accord. vraiment fixé les critères. Donc, on regarde tout ce qu'il y a autour du contentieux. Il se peut aussi, et souvent c'est le cas, qu'il n'y a rien autour du contentieux, mais que le contentieux lui-même, par exemple, est un contentieux contractuel où le plaignant a énormément d'informations, d'échanges de mails, d'analyses juridiques sur sa position et pourquoi c'est effectivement la position gagnante. On est toujours côté plaignant, c'est important de le dire. On ne D'accord. finance pas Côté payant. les OK. défendeurs. Et après, donc on va avoir, nous, notre analyse en interne. Et systématiquement, on va aller voir un cabinet d'avocats, au minimum un cabinet d'avocats, parfois aussi un cabinet d'évaluation de préjudice, pour nous faire une note neutre, pour le bénéfice du fonds uniquement, pour nous dire ce qu'ils pensent de la totalité du contentieux. Donc la stratégie, l'équipe d'avocats en place, c'est très important, les théories de dommages et intérêts, est-ce qu'elles sont exagérées, est-ce qu'elles sont au contraire plutôt raisonnables? Et donc cette note, elle va être uniquement pour le bénéfice du fonds et elle va être intégrée dans notre package d'analyse. On va poser bien sûr toutes les questions que l'on veut et en général les questions les plus embarrassantes possibles pour remettre en cause ou en tout cas avoir un peu les limites de la stratégie. Et une fois qu'on a toutes ces informations-là, donc un processus qui dure entre 3 et 6 mois, on va arriver au bout de notre analyse et la présenter donc à l'assureur qui doit valider les contentieux que l'on finance et à notre comité d'investissement qui doit également valider tous les contentieux qu'on finance pour validation finale. Donc D'accord. ça fait un filtre pour donner une idée. Sur le fonds précédent, on a analysé à peu près 600 contentieux différents pour arriver aux 49 dossiers validés et financés actuellement dans le fonds. Donc un filtre de moins de un contentieux pour 10 et qui du coup nécessite aussi un très grand flux entrant. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez, nous parler, Paul, donc des caractéristiques essentielles, en fait, du fonds de réserve? Donc, bon, la durée, on a dit que c'était 7 ans, perspective de rendement, et cetera. Bien sûr. Donc sur le fonds actuellement en cours de levée, donc c'est une SLP française, donc ouverte à une clientèle, avertie et professionnelle. Le ticket minimum, c'est combien alors? Ticket minimum, c'est 100 000 €. OK. L'objectif total de levée, il est de 150 millions d'euros sur ce fonds-là. Donc il bénéficie de cette assurance au portefeuille qu'on a décrit avant. L'objectif, effectivement, c'est de le déployer en 3 ans, donc déploiement total et appel total, des engagements de vos clients. Historiquement, on n'a jamais appelé moins que 100 des engagements, c'est important de le rappeler. Des appels à date fixe, donc 3 appels, dans la durée de vie du fonds. Ça aussi, c'est un changement D'accord. avec le passé. Un par Ah, c'est an, bien, c'est 45 bien. l'année 1, 30 l'année 2 et 25 l'année 3. Et l'objectif de rendement de ce fonds-là, alors là aussi, on améliore par rapport au passé. Alors d'une part, parce qu'on considère que la typologie de contentieux européenne que l'on voit maintenant, elle nous permet de mieux gérer le risque de perte. Et encore une fois, comme je l'ai dit avant, la perte, c'est aussi de gagner insuffisamment. Donc aujourd'hui, on table sur un taux de perte de 40 dans notre scénario conservateur et un multiple sur les cas gagnés de 4 fois le montant investi. Et ça nous permet d'arriver à des TRI
cible nette de tout de 14. Ça fait un multiple pour l'investisseur de 1,8, un peu plus d'1,8. Pour comparer avec le passé, on était plutôt autour des 10-12 de TRI net parce qu'on avait, ce partage sur tous les profits. Aujourd'hui, comme le D'accord. partage, il est capé, ça nous permet d'aller chercher une performance, encore plus intéressante pour le client. Sur les flux, effectivement, on va y avoir donc ces 3 premières années d'appel de fonds et là-dessus, il y a très peu de chances de voir des flux, retour. Pourquoi? Parce que, en général, les Trop contentieux dans court? les Ouais, ouais, trop court. exactement et puis Mmh. les contentieux dans les quand lorsqu'on investit, ils sont à un certain stade d'avancement. On n'arrive pas au moment où c'est juste une idée. On arrive une fois qu'il y a déjà eu des premières étapes de franchies, au moins, du travail fait par les avocats, mais c'est assez peu commun que dans les 3 ans, vous ayez un résultat définitif, puisqu'encore une fois, on est payé au moment du résultat définitif, mais vous avez des premiers retours années 4 et 5 et ensuite, le gros des retours en année 6 et 7, des contentieux avec effectivement, comme on en a parlé avant, la possibilité qu'en année 8, 9 et 10, vous continuiez à avoir des flux rentrants, mais encore une fois, ces flux, ils seront par-dessus votre montant d'engagement puisque celui-ci, il vous aura été rendu, s'il ne vous avait pas déjà été rendu avant, en année 7. Donc ça D'accord. fait, une durée de vie totale de la structure qui peut effectivement s'étendre au-delà des 7 ans et on sait que c'est possible, mais qui est prévu pour. Donc ce que je comprends par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que ticket minimum 100 000 €, Oui, durée d'investissement minimum 7 ans et plus. Au bout de 7 ans, si l'assureur, si on n'a pas reçu suffisamment de liquidités, il nous verse au moins les capitaux investis moins les frais de gestion. exactement. Ensuite, les dossiers qui ne sont pas dénoués, bah, ils continuent à vivre dans le fond, d'accord? Ouais. Et votre objectif de rendement est aux alentours de 13-14% net des frais d'assurance de la préférence et des frais de gestion du fonds, c'est ça? Exactement et du carried, donc de la commission de surperformance du fonds. C'est net de tout, tous ces frais. Puisque comme, exactement comme un fonds de dette privée ou de private equity, nous, en tant qu'équipe d'investissement, on investit, aux côtés des investisseurs en risque, là, sans aucune assurance. On met 1 de la valeur totale du fonds et ce montant donc d'investissement en GP, comme on l'appelle, nous donne droit à la commission de surperformance une fois que la performance minimum, donc qui est de 6 par an, net, encore une fois, est atteinte. Une fois qu'on a atteint les 6, on a un 80-20, 80 pour l'investisseur, 20 D'accord. pour l'équipe d'investissement qui a lieu. Donc le 14 qu'on annonce, il est bien net aussi de cette commission de surperformance, on pourrait l'appeler comme ça. Dernière question, Paul. Quelle est, selon vous, la cible des investisseurs? À qui ça s'adresse? Bien sûr, la cible, c'est vrai qu'elle a beaucoup évolué. Moi, quand j'ai rejoint Ivéo il y a presque 8 ans maintenant, la cible, c'était principalement, des family office ou des clients avec, enfin plutôt du ultra high net worth qui avaient effectivement déjà un portefeuille de non coté extrêmement large et qui rajoutaient le financement de contentieux à ses côtés. Je pense qu'aujourd'hui, alors non seulement en changeant de structure et donc en ouvrant, notre structure à des tickets de 100 000 €, tu as aussi ouvert le champ de type de clients et notre structure assurée, je pense, se loge très, très bien aux côtés justement d'autres placements de nos côtés avec, un aspect décorrélant qui est, bah, très clair. Non seulement du produit, donc des contentieux par rapport au reste de l'économie, puisque aucun de nos contentieux n'a de lien avec ce qu'il se passe dans le contexte micro et macro et la géopolitique n'a aucun impact sur le résultat et la décision d'un juge sur, par exemple, une entente anticoncurrentielle dans le domaine des producteurs laitiers en Espagne. Eux, ils ont déjà été condamnés pour l'entente et nous, on vient juste chercher des dommages et intérêts. D'accord. Donc cette décorrélation, elle se loge, elle permet à ce produit de se loger vraiment très bien aux côtés d'autres produits, de dette privée, de private equity, d'infrastructure. Le ticket de 100 000 € permet aussi de potentiellement prendre une exposition moins importante que ce que les clients peuvent prendre sur du private equity ou de la dette privée, ce qui est totalement logique à mon sens, mais elle permet quand même de bien se loger à côté et d'avoir une poche alternative qui va potentiellement, et je l'espère et je nous le souhaite, donner du rendement à des moments justement un peu de creux. On a une belle histoire dans notre premier fonds qui est que notre plus beau résultat à date, c'est un investissement, on a investi 1 million de livres à l'époque et on a récupéré 33 millions Ah pour le oui, fonds. waouh! Alors pré-partage avec l'assurance, à l'époque on donnait encore une fois 50 à l'assurance, donc il y a beaucoup qui est parti chez l'assureur, mais quand même un très beau résultat pour le fonds et surtout ce résultat il a eu lieu, il a été, validé en avril 2020. C'est l'illustration parfaite de la décorrélation et d'un produit qui justement finalement attendait juste une décision d'un juge
Mais le juge, Covid ou pas Covid, Bien la sûr. décision est quand même sortie. Donc c'est vraiment pour ça, je pense qu'il se loge parfaitement aux côtés d'autres poches, d'e-liquide avec cette sécurité que l'on donne avec l'assurance qui fait que si le produit ne se passe pas comme prévu, au moins, il y aurait eu qu'un coût d'opportunité et des frais de gestion. Donc pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de ce produit, c'est quand même un côté très rassurant et après les caractéristiques de notre assurance qui ont beaucoup changé, maintenant nous permettent aussi d'aller chercher un rendement qui pourrait nous Super. permettre de se comparer à des fonds de private equity, bien performants. Alors qu'avant, on était plutôt sur un type de rendement, peut-être plus dette privée, qui aussi, pour les investisseurs, en fonction de leur appétit, était moins intéressant. Donc, oui, on se loge, je pense, parfaitement dans cette poche. Paul, merci pour cette conclusion. Donc, ce que je retiens, c'est que, un, on a un actif qui est totalement décorrélé des marchés financiers et je trouve que c'est assez rassurant puisqu'on finance des contentieux qui ont rien à voir avec les marchés financiers, mais qui ont à voir avec l'économie en général. Deuxième point, on a un ticket minimum de 100 000 euros, on a une durée d'investissement de 7 ans. On espère, compte tenu de la structuration et du sérieux dans la qualification et dans l'audit des dossiers, que vous allez sortir un rendement entre 13 et 14%. Autre élément important, c'est que au bout des 7 ans, si l'intégralité n'a pas été intégralement rendue, c'est l'assureur qui le fait, moins les frais de gestion. Donc, ce que je retiens, c'est que c'est un vrai actif de diversification qui vient en complément d'actifs non cotés. Une dernière question. Le fonds, il clôture quand? Alors la fin de la période de commercialisation, a priori, c'est décembre de cette année, avec une possibilité d'extension de 6 mois, mais que je ne nous souhaite pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, à date, on est à près de 30 millions d'euros levés, avec un prochain closing qui aura lieu fin mars et ensuite un autre closing qui est prévu pour fin juin. Donc, et je vous invite, en tout cas, chers confrères CGP, à aller sur le site de Patrimeta, puisque vous retrouverez sur le stand nouvellement créé de IVEO toutes les informations et les comptes rendus qui ont été évoqués par Paul durant ce webinaire. Paul, merci beaucoup et Merci à vous, à très Cédric. bientôt. Et puis, je vous souhaite une très bonne collecte sur ce produit Merci très beaucoup. intéressant. Merci. Bonne journée.